Alors bonjour Edwin. Pour cet entretien consacré à la place à la nanotechnologie, je vous propose de commencer par brièvement vous présenter. Oui, donc je suis Edwin Zakai. J'ai travaillé la plus grande partie de ma vie à l'Université libre de Bruxelles, où j'ai créé le Centre d'études du développement durable il y a un peu plus de 20 ans. J'ai travaillé également dans des associations de protection de l'environnement et même dans le secteur privé. Comme formation, j'ai une formation d'ingénieur civil physicien. J'ai également une licence en philosophie, mais je suis avant tout un généraliste, disons, des questions environnementales et de développement durable ou non durable. Qu'est-ce qui a nourri votre vocation? À quoi est-ce que vous vous destiniez initialement en choisissant les études que vous alliez faire, etc. C'est difficile à dire. C'est un mélange de hasard et d'envie. C'était une envie de connaître beaucoup de choses. Donc le diplôme d'ingénieur, traditionnellement, vous ouvre à pas mal de choses. Et puis parfois, je dis que je suis passé de la physique à la métaphysique en étudiant la philo. Et puis j'ai travaillé sur des questions politiques également. Donc c'est très ouvert, très général. C'est pas nécessairement une carrière spécialisée. C'est plutôt l'inverse. On va rester dans le général alors, mais c'est quoi pour vous les grands enjeux actuels qu'on retrouve au niveau des technologies et la façon dont, par exemple, elles peuvent être intermêlées avec des questions environnementales? Mais je pense qu'avant de parler des grands enjeux actuels, ce qui est important, c'est de remettre en évidence l'importance des technologies dans les sociétés. C'est-à-dire que ça semble être un sujet qui n'est pas immédiatement discuté au niveau politique, sauf sur certains points bien précis, le nucléaire, les OGM. Mais ça me semble important de comprendre que les technologies ont extrêmement fortement modifié les sociétés. Prenez l'agriculture, par exemple. Si vous regardez l'agriculture en un siècle, on est passé de plus de la moitié des gens qui travaillent dans les champs à moins de 2-3% en Belgique, avec une production qui a très fort augmenté, avec les paysages qui ont complètement changé, avec des effets sur l'environnement. Et au fond, c'est des effets des techniques agricoles. Et c'est bien plus large, par exemple, que les OGM. Si vous prenez aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication, elles sont en train de complètement changer les sociétés. Et ce n'est pas que par rapport aux impacts environnementaux, même s'ils sont là, mais ça modifie la politique, ça modifie la culture, ça modifie la sociologie. Et donc, il y a une difficulté, je crois, à comprendre à quel point ces techniques, enfin très, très variées d'ailleurs, très diverses, modifient les sociétés, y compris les aspects culturels et de sciences humaines, alors que on n'en parle pas souvent sous cet angle-là, si vous voulez. Et donc, on a parfois l'impression d'être dans une société qui se dématérialise de plus en plus, alors qu'en réalité, on n'a jamais produit autant au niveau industriel. Mais ça ne se voit pas, ça se voit moins. Les usines sont loin des centres-villes qui deviennent de plus en plus verts. Et on ne voit pas cette exploitation énorme des matières et de l'énergie sur laquelle nos sociétés reposent et qui les détermine assez fortement, en fait. C'est ça, donc en fait ça fait un petit peu écho à un élément que Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, avait lâché dans les médias déjà un certain temps. C'était l'idée qu'à terme, finalement, on continue notre délocalisation, que finalement les centres industriels sont passés de l'Europe aux pays émergents et qu'ils iraient même sur d'autres planètes pour finalement faire de la Terre une sorte de grande réserve naturelle. Comment est-ce que vous inscrivez par rapport à ce genre de proposition ? Pour moi, c'est complètement absurde, en fait, ce genre de déclaration, de faire de la Terre une grande réserve naturelle. En fait, c'est juste le contraire qu'on a fait ces dernières décennies. Je veux dire, on a complètement, très très fort atteint la faune sauvage. Et donc, il y a eu un effondrement extrêmement fort des populations animales, de la biodiversité. Donc, l'idée de faire de la Terre une réserve naturelle, moi, ça me semble très, très étrange. Et ce qui est également très étrange, c'est le rêve de se dire, bon, si notre planète a beaucoup de problèmes, on va aller vivre dans l'espace. Bon, c'est pas ça que vous avez dit, hein, mais
On entend ça parfois comme c'est vraiment typiquement le récit technologique qui est une fiction en fait, et qui ne va pas du tout résoudre nos problèmes en fait, parce que si on n'est pas capable d'arriver à vivre dans des zones difficiles de notre planète, comme les déserts, comme des endroits qui se désertifient, etc., comment croire qu'on va pouvoir aller vivre dans des endroits qui sont encore bien plus inhospitaliers, puisqu'il n'y a même pas d'air respirable, etc. Donc, ça fait partie un petit peu de cette idée que les technologies vont résoudre nos problèmes à travers voilà une façon de le faire de façon fictionnelle, alors qu'en fait, elles résolvent un certain nombre de problèmes, mais les problèmes ne se posent pas de cette façon-là. Justement, sur la résolution des problèmes, donc il y a l'équation de Kaya ou l'équation IPAT auquel on recourt de temps en temps. Donc l'idée, c'est d'essayer de découpler l'impact des activités humaines sur la biosphère en examinant tour à tour les effets de la population, de la richesse produite par habitant et puis de l'intensité du PIB en émissions de gaz à effet de serre ou de production de déchets ou de consommation de ressources. On a l'impression aujourd'hui que finalement, pour résoudre ces problèmes environnementaux, on va beaucoup s'appuyer sur la technologie. Est-ce que pour vous, c'est un trend qui est déjà amorcé depuis quelques années? Est-ce qu'il y a vraiment une marge importante là-dessus? Est-ce que le solutionnisme technologique, c'est une bonne réponse aux enjeux environnementaux auxquels on fait face aujourd'hui? Oui, donc pour le reformuler, cette idée de l'équation IPAT ou l'équation Kaya, c'est l'idée que voilà, à quoi sont dus les problèmes environnementaux? Est-ce que c'est la population? Est-ce que c'est la consommation? Est-ce que c'est les technologies? Voilà, c'est très, très rapidement dit. Quand on parle de ces sujets-là, il y a toujours des personnes qui nous disent dans la salle oui, mais on ne veut pas parler de la surpopulation, c'est un sujet tabou, on sera trop nombreux sur Terre, etc. Or, si on regarde les choses au niveau de la population, on a effectivement une croissance de la population au niveau mondial qui est importante, mais qui est en train de diminuer. La croissance diminue. Et au fond, c'est surtout les modes de consommation qui provoquent les problèmes environnementaux mondiaux, en particulier celui du climat, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. Un Belge va émettre 100 fois plus de gaz à effet de serre qu'un Malien ou qu'un Burkinabé. Donc, c'est lié au mode de consommation. Donc, la technique va soit augmenter ces impacts, puisqu'on va avoir des objets de consommation qui vont émettre de plus en plus, ou alors diminuer ces impacts si jamais on a des technologies qui vont diminuer les émissions. Vous voyez ? Donc la technologie peut médier, peut influencer les impacts par rapport à la population. Mais si on regarde à un niveau très macro comme ça, en faisant un peu comme les économistes, en considérant toutes les autres choses égales par ailleurs, est-ce qu'on voit un trend sur les 40 dernières années, par exemple, pour dire que finalement, on a un découplage relatif, donc 1 euro de PIB en plus implique un certain nombre de quantités de CO2 émises en moins, par exemple? Est-ce qu'au-delà de ça, on a un découplage absolu, donc même si on continue à avoir une croissance économique, on a une décroissance de l'empreinte écologique? Et est-ce que c'est atteignable pour qu'on puisse finalement utiliser ce seul effet pour par exemple, limiter l'ampleur du changement climatique, mais aussi toute une série d'autres problèmes environnementaux? Actuellement, je crois que ce n'est pas suffisant. Ce découplage n'est pas suffisant. Mais ça va dépendre à la fois des technologies et de la façon dont on va les influencer, qui est justement le sujet de ce dont on parle. C'est comment est-ce qu'on peut agir, comment est-ce qu'on peut gouverner ces technologies. Mais si on regarde le bilan du XXe siècle, grosso modo, les technologies liées à l'énergie, en particulier aux énergies fossiles, ont complètement bouleversé la planète. Donc ils ont eu un effet plutôt négatif au niveau des impacts. Alors, il y a des effets positifs des technologies par rapport à l'environnement dans des sujets, dans des problèmes plus locaux. Par exemple, on a moins d'émissions de polluants dans l'air.
hein, ou dans l'eau, ou bien on traite davantage les déchets, on traite mieux les déchets que par le passé. Donc on a des solutions technologiques à certains problèmes qui souvent sont des problèmes locaux, où on a pu avoir des technologies pas trop chères, qu'on a pu intégrer sans bouleverser l'appareil productif et sans bouleverser l'économie. Par contre, les grands problèmes d'extraction des énergies fossiles, hein, aujourd'hui, on a 40 milliards de tonnes par an de gaz à effet de serre qui sont émis, donc ce sont des énormes flux, ou alors les grandes extractions de matières, ou également les atteintes à la biodiversité. Là, les technologies n'ont pas pu jusqu'à présent être en mesure de pouvoir freiner cela. Donc c'est ça qu'on recherche. On recherche des technologies qui vont arriver à le faire. Et les enjeux sont à la fois scientifiques et en termes de gouvernance et d'évolution de ces techniques. Ok, donc typiquement, par exemple, un problème local qui a pu être résolu comme ça, c'est l'émission importante de gaz CFC et HFC, pour lesquels, avec le protocole de Montréal, on a pu faire diminuer ces émissions qui avaient un impact sur la couche d'ozone. Mais donc, si sur des problèmes beaucoup plus transversaux qui embrassent vraiment la plus grande partie des secteurs de l'économie, c'est beaucoup moins évident à résoudre et on va retrouver en plus, par exemple, des effets rebonds. Donc le fait que, par exemple, si j'achète une voiture qui va consommer 20% d'essence en moins par kilomètre parcouru, il est assez probable que je commence à beaucoup plus l'utiliser et qu'au final, j'ai émis plus de CO2 que ce que je ne faisais auparavant. Et donc, cet effet rebond, c'est un des effets qui, finalement, est indépendant de la technologie qu'on choisit, mais qui montre à quel point les valeurs qu'une société se donne, les comportements qui sont là, sont aussi importants à réfléchir. Je voulais vous demander, pour ça, dans quelle mesure les problèmes reposent plus sur une sorte de résolution individuelle, typiquement du consommateur qui va choisir d'acheter un produit ou un autre, ou il y a une part de collectif aussi, de choix qui sont à faire pour pouvoir repenser collectivement nos modes d'utilisation de la technologie. Les problèmes, la façon dont les impacts se sont créés, c'est avant tout des impacts créés au niveau de systèmes, en fait, de systèmes de production, de systèmes de consommation. La croissance de la consommation a été recherchée. Au départ, sans faire très attention aux impacts que ça pouvait avoir, hein, dans ce qu'on appelait les 30 glorieuses, que certains chercheurs appellent maintenant les 30 désastreuses, parce que c'est à ce moment-là que les impacts ont terriblement augmenté. Donc on n'a pas fait spécialement attention aux impacts, mais le système était de dire on va faire croître la consommation, ça va représenter une hausse de qualité de la vie et un progrès. Bon, et ça a joué ce rôle jusqu'à un certain point dans certains pays à certaines périodes. Après, décider individuellement de s'écarter de ce système-là et de faire des choix en matière de tel ou tel objet que je consomme ou je ne consomme pas, c'est possible, mais c'est très limité à certaines catégories de la population qui, d'abord, veulent le faire, qui sont assez informés pour le faire, qui ont des alternatives qui sont accessibles. Mais en fait, le système, je dirais, de consommation et de croissance de la consommation, parallèlement à une certaine vogue de l'écologie plus verte, de la consommation plus verte, se poursuit. Je dirais un bon exemple, mais un triste exemple, c'est la hausse de la part des SUV, ou des 4x4 qu'on appelle maintenant les SUV, dans les ventes des voitures automobiles en Europe. Ces dernières années, la part de ces voitures a terriblement augmenté dans les voitures qu'on achète. Donc, alors même qu'un certain nombre de gens ne veulent plus acheter de voitures et veulent uniquement prendre les transports en commun ou les vélos, en même temps, il y a toute une part de la population qui, avec une certaine hausse du pouvoir d'achat, avec un aspect attrayant de ces voitures, avec le fait qu'elles consomment peut-être moins que des voitures similaires à l'époque, il y a 20 ans, sont portées à les acheter. Donc les solutions individuelles vont être assez limitées par rapport au grand mouvement de la hausse de consommation, de la hausse de production qui se poursuit. Ok, donc de façon générale,
Vous parliez de système justement dans lequel on était. C'est pas spécialement évident d'arriver à trouver des leviers d'intervention qui permettent d'en infléchir la course. Un de ceux auxquels on pourrait penser, par exemple, c'est tout ce qui est recherche et développement, puisque d'une certaine manière, il y a une sorte d'enchaînement entre les progrès scientifiques qu'on fait, les progrès techniques, la façon dont ça peut générer de la croissance économique et améliorer notre bien-être. Cette relation entre ces quatre termes, elle tient plus vraiment aujourd'hui. Mais donc, actuellement, par exemple, en termes de recherche et de réinvention un peu de notre façon de fonctionner. Comment est-ce que vous avez l'impression que la société est configurée? Où sont un peu les effets de lock-in qu'elle va rencontrer? La recherche au niveau technologique, elle est de plus en plus gérée par des grands groupes industriels, et notamment par exemple dans les nouvelles technologies. Vous avez Google qui a tous des endroits où la recherche se fait sur des choses extrêmement pointues, avec des données que Google va pouvoir collecter, qui sont extraordinaires, avec des moyens offerts à des chercheurs qui sont extraordinaires. Et donc, les universités vont avoir un peu de mal à suivre ce mouvement. Donc aujourd'hui, c'est assez important de se rendre compte comment les universités, et notamment les universités, je dirais, du monde, pas seulement peut-être les plus compétitives, celles qui se trouvent dans les endroits extrêmement, je dis, recherchés. Là, va y avoir des moyens, mais dans d'autres universités, c'est pas du tout évident de faire la différence par rapport à ce qui est en train de se faire dans des sociétés privées. Ça a toujours existé, hein, mais aujourd'hui, les moyens dans ces grandes sociétés, ce sont des capitaux de dizaines de milliards dont ils disposent dans ces sociétés, donc ils peuvent mettre beaucoup d'argent pour la recherche. Et donc, cette recherche-là, elle est moins que par le passé pilotée ou gérée par l'État, par les pouvoirs publics. Il y a sans doute moins d'influence. Ça, c'est une chose. Alors, par rapport au lock-in, c'est un terme anglais pour expliquer qu'on est prisonnier d'une certaine trajectoire des technologies. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des nouvelles technologies qui vont se développer, la recherche va trouver des nouvelles choses, mais avant qu'on puisse les appliquer, ces nouvelles choses, il faut que les technologies déjà en place soient rentabilisées. C'est difficile, par exemple, d'arrêter une centrale à charbon, pour prendre un exemple très polluant, avant qu'elle soit déjà rentabilisée. On va peut-être on a des nouvelles technologies, on a des technologies renouvelables, qui ont beaucoup moins d'impact, mais à quel rythme est-ce qu'on va pouvoir les implanter, sachant que toute une série d'autres technologies sont déjà en place? Un autre exemple, on construit dans le monde énormément de bâtiments qui sont dépendants de l'air conditionné, hein. Eh bien, ça veut dire qu'on va devoir être obligé d'avoir assez d'énergie pour cet air conditionné, par exemple. Donc, ce qu'on installe aujourd'hui nous rend dépendants du futur. Et il arrive que on lise, ah voilà, il y a une nouvelle technologie qui va permettre de résoudre ceci ou cela, et c'est parfois vrai sur le papier, mais il y a une énorme marge entre le fait d'avoir découvert cette technologie et le fait qu'elle s'implante à une échelle suffisante pour vraiment faire une différence par rapport à ces problèmes environnementaux. Ouais, donc on voit vraiment une interdépendance assez forte entre les recherches et les développements qui en ressortent et le système socio-économique dans lequel elles sont imbriquées, et que finalement l'un influence fort l'autre et que ça rend d'autant plus compliqué le fait de s'en extraire et d'imaginer un nouveau mode de fonctionnement au niveau collectif, un nouveau récit de société. Et peut-être là-dessus, j'ajouterais que, puisque je parlais des universités, je pense qu'il y a du travail à faire pour les études en termes de sciences et de sciences appliquées. C'est-à-dire que les cours qui sont donnés sont des cours techniques de très haut niveau, mais il y a relativement peu de cours pour expliquer à quoi va servir cette technologie et comment est-ce qu'on pourrait mesurer de leur apport pour la société. En fait, on part de cette idée que plus de science va donner plus de technologie, et plus de technologie va nécessairement amener un progrès, une meilleure qualité de la vie. Hein. Bon, évidemment, je simplifie, mais ça a été quand même un peu le paradigme du XXe siècle.
Et aujourd'hui, vous avez des techniques qui vont amener plus de progrès, d'autres moins. Et au niveau des études, c'est pas évident que ceux qui sont les plus compétents en technique aient dans leurs études cette réflexion-là, qui est plus que jamais importante aujourd'hui. Okay. Donc, mais justement, pour rebondir là-dessus, si on prend le prisme de l'écologie politique, dans la façon dont elle appréhende cet effet de la technologie sur nos sociétés, ce serait quoi pour vous, à gros traits, les différentes écoles de pensée qui en découlent? Comment est-ce que, dans cette galaxie-là, on a pu imaginer l'impact des évolutions technologiques? Oui, je pense que ce qui est important, c'est d'abord de se rendre compte que effectivement, dès le départ, pas dans l'écologie scientifique, qui est l'ancêtre de la pensée sur ces questions-là. L'écologie scientifique avait plutôt étudié la biologie, les populations animales, mais dès qu'on arrive à un environnementalisme qu'on appelle l'environnementalisme moderne, dans les années 60-70, d'abord aux États-Unis, il y a une réflexion sur les impacts négatifs des techniques. Donc, si vous voulez prendre un exemple de symbole, on pourrait penser à la guerre des étoiles, on pourrait dire que les technologies sont le progrès, c'est la face claire des technologies, ça apporte du progrès, ça apporte des choses positives. Pensons aussi à la médecine, par exemple, qui a amené énormément pour la santé. Et puis vous avez ces impacts environnementaux ou sociétaux qui sont la face sombre de la force que sont les technologies. Et dès le départ des premiers écologistes modernes, je pense par exemple à Rachel Carson aux États-Unis, qui est vraiment une figure extrêmement respectée pour avoir lancé l'environnementalisme moderne. Eh bien, Rachel Carson, son travail a été de critiquer les impacts négatifs de l'industrie chimique dans l'agriculture. Donc, vous aviez une agriculture industrielle qui s'était développée très très fortement, avec par exemple l'aspersion de DDT par des avions sur les champs et des choses comme ça, avec effectivement une production beaucoup plus grande, mais en ayant tout à fait négligé les impacts sur la biologie et sur la santé. Et donc Rachel Carson va dire, mais on ne peut pas avoir une évaluation de la technique qui est uniquement sur ce qu'on désire au niveau de son effet dans la production. Il faut également tenir compte des autres effets. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure d'ailleurs, et qui a été formalisé à ce moment-là. Et on va avoir dans la suite de ça, on va avoir des choses comme le principe de précaution, les études d'incidence, des analyses beaucoup plus larges qui vont toujours être promues par des courants écologiques ou écologistes ou environnementalistes dans ce sillage-là. Donc ça, c'est une première école, je dirais. Il y a une autre tendance qui, elle, est beaucoup plus technophobe, on pourrait dire, ou en tout cas par rapport aux techniques modernes, qui a beaucoup plus de méfiance et de critique. Et je pense à un auteur qui était très influent, qui s'appelle Ivan Illich. Ivan Illich a développé l'idée que la productivité moderne n'est pas une vraie productivité, qui a des effets tellement négatifs qu'elle est une contre-productivité. Elle donne l'impression d'un progrès, mais il y a tellement d'effets négatifs que, en fait, ces techniques nous amènent plutôt à quelque chose qui est moins bien que la situation qui précédait. Par exemple, on a des voitures, mais il y a des embouteillages. On a des produits chimiques qui vont nous amener des effets positifs, mais il va y avoir des nouvelles maladies. Et on va aussi, Illich critique l'idée qu'on va toujours devoir s'en remettre à des experts, alors que dans la société pré-moderne, les gens savaient à peu près tout faire eux-mêmes, ils savaient construire leur maison, élever leurs enfants, ils n'avaient pas besoin d'experts pour cela. Et donc, il y a un courant écologiste qui s'inspire de ça. Je dirais que ça a été caricaturé en disant que c'est l'écologie qui veut revenir à la bougie plutôt que d'aller vers l'avant. Et alors, il y a un troisième courant, si vous voulez, qui lui est dominant aujourd'hui, qui est plutôt l'idée que les technologies bien utilisées vont nous aider en fait à résoudre ces problèmes environnementaux. Si vous prenez une ONG comme Greenpeace, par exemple, Greenpeace ne va pas du tout vouloir revenir à la bougie, certainement pas.
Greenpeace va mettre en évidence l'idée que les nouvelles technologies renouvelables vont s'opposer aux énergies fossiles. Et ce n'est pas par hasard si on a ce mot aussi fossile, ça symbolise le passé et que les techniques écologiques sont l'avenir en fait. Et c'est l'image de l'écolo qui est plutôt dans les tendances vertes. On le voit par exemple très fort en Allemagne, ce genre d'image-là, où on utilise les technologies de façon décomplexée, mais pas n'importe lesquelles, pour aller vers un progrès environnemental. Vous avez évoqué juste avant le principe de précaution. Je voulais vous demander si c'est un élément de langage qu'on entend relativement souvent, mais un peu précisément, en quoi est-ce que ça consiste? Dans quel contexte est-ce qu'on l'applique? Et si vous avez des exemples, par exemple, pour lesquels il a pu servir par rapport à une problématique quelconque? Oui, donc disons techniquement, il faut normalement distinguer le principe de précaution et le principe de prévention. Le principe de prévention, c'est celui qui nous conduit à diminuer les risques, mais des risques qui sont connus. Par exemple, ici, dans ce bâtiment, on a une prévention par rapport aux incendies, on a toutes sortes de normes par rapport à des risques d'incendie qui sont bien connus. D'accord ? Le principe de précaution, c'est un principe de prévention envers des risques qui sont moins bien connus. Un exemple, vraiment un cas d'école, c'est l'amiante. L'amiante, vers la fin du 19e siècle, on a commencé à voir qu'il y avait des effets sur la santé, mais on n'arrivait pas à prouver directement le lien. On le voyait avec des travailleurs qui étaient malades et des syndicats qui en parlaient, etc. Mais il n'y avait pas de lien avéré au niveau scientifique. Et à cause de ça, les producteurs d'amiante, et aussi parce que l'amiante a des avantages, eh bien, reculaient devant l'idée d'interdire l'amiante. Il a fallu qu'on arrive à prouver cela, ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir avoir les premières législations. Donc le principe de précaution, à partir de cet exemple-là, mais d'autres exemples, nous dit si on suspecte un risque vraiment grave, il n'est pas nécessaire d'attendre une certitude absolue scientifique pour prendre des mesures. Alors, ce principe a notamment été inséré dans la Convention climat de 1992, la grande convention qui gère le changement climatique au niveau de l'ONU, ou en tout cas qui essaye de le gérer, parce qu'il pouvait également s'appliquer au changement climatique à cette époque-là. Maintenant, il est tout à fait avéré, mais à l'époque, on a voulu montrer, on a des tas de raisons de croire que c'est très très grave, et on ne va pas attendre le dernier fifrelin de preuves pour agir. Donc c'est ça l'idée, c'est une prévention par rapport à des risques qui ne sont pas totalement prouvés. Alors maintenant, cette distinction n'est pas toujours faite, et on va utiliser le terme de précaution même par rapport à des risques connus, parce que dans les risques, il y a toujours un élément de surprise. On n'a jamais de certitude absolue sur ce qui va se passer. Prenons par exemple le cas du Covid aujourd'hui. On peut parler éventuellement de principe de précaution, parce qu'on connaît plus ou moins les effets de la maladie, mais on ne connaît jamais exactement la façon dont ça va se transmettre. Donc il y a toujours des incertitudes. Mais alors ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le principe de précaution, il y a des incertitudes, mais il y a toujours aussi des avantages et des inconvénients. Et moi j'étais assez frappé, dans la première phase de la crise du Covid, c'est-à-dire en mars-avril, on a été tout à fait du côté de la prévention. C'est-à-dire qu'on a fermé toutes sortes d'activités parce qu'on a voulu protéger la santé, et on a impacté sur l'économie. Alors que d'habitude, en fait, quand on veut agir sur des risques, on a toujours une balance. À ce moment-là, on a eu l'impression d'agir davantage pour la balance vers la santé, ce qui n'est pas le plus courant, parce que d'habitude, ce n'est pas nécessairement ça qui va primer. Maintenant, dans la deuxième vague, on a plutôt le sentiment qu'il y a un retour de ces intérêts-là, en disant oui, mais attention, quand on prend des mesures de prévention ou de précaution, on avantage certains aspects, mais on en désavantage d'autres, et il faut trouver un équilibre. Mais on voit très bien, par exemple, sur ce cas qu'on vit tous maintenant, à quel point c'est difficile de trouver un équilibre, parce qu'il y a toujours des gagnants et des perdants, en fait. Et donc, on peut difficilement parler du principe de précaution ou de prévention dans l'absolu. En réalité, il y a des gagnants et des perdants, et cette difficulté est là de pouvoir gérer tous ces risques-là. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui,
le monde politique est outillé pour faire face aux problématiques auxquelles on est confronté, et l'État en général, mais en fait finalement, que ce soit par rapport à des crises assez aiguës qui se déclarent, mais aussi pour pouvoir vraiment réorienter un peu l'organisation collective qu'on choisit, se donner une sorte de nouveau récit. Dans quelle mesure est-ce qu'il est armé pour pouvoir se confronter à ça? Je pense que c'est vraiment très difficile parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'enseignement pour les métiers techniques. Si on parle maintenant de l'enseignement pour les carrières politiques, sciences politiques par exemple, les aspects techniques sont très peu présents. C'est un peu l'inverse en fait. C'est d'ailleurs ça un peu la difficulté. Il faudrait un enseignement où il y ait davantage de dialogue, de multidisciplinarité dans le domaine des sciences politiques par rapport à l'environnement, qu'un sujet que je connais mieux. On a pu montrer maintes et maintes fois que les responsables politiques connaissent peu ces problèmes au niveau technique. Donc il y a une difficulté de comprendre les enjeux, et dans un moment, dans une période d'accélération et de demande, d'inflexion, on peut appeler ça également transition, comme on voudra, alors que le soubassement technique a été considéré, je crois, par le monde politique comme un donné, en fait. On considérait que c'était une évolution qui allait se poursuivre, et il fallait distribuer les avantages et les inconvénients dans la société. Ça, je crois que le politique le fait. Mais modifier réellement la trajectoire, c'est assez complexe. Alors, ça se passe, je crois, plus à des niveaux comme le niveau européen. Au niveau européen, au niveau de la Commission européenne, là, je crois qu'il y a une compréhension de ces enjeux-là, et on le voit aujourd'hui avec le Green Deal, qui est tout de même très ambitieux, une volonté d'évoluer dans ce sens-là. Mais à des niveaux nationaux, régionaux et évidemment encore plus communaux, on va se retrouver plutôt face à le fait de savoir comment est-ce qu'on va gérer telle ou telle implantation et ses impacts, plutôt que de pouvoir peser sur le développement général qui est un peu imposé finalement, un peu indonné. Ouais, donc il y a deux choses. Il y a à la fois le niveau de pouvoir auquel on s'attache, mais aussi par exemple à travers ce que vous disiez, j'ai l'impression qu'il y avait un focus assez fort sur vraiment le côté individuel, le fait qu'une personne maîtrise ou pas des connaissances. Mais dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas aussi tout un chantier à repenser au niveau organisationnel? Par exemple, le fait que finalement aujourd'hui dans un gouvernement, les ministères fonctionnent fort en silo, et par exemple un ministre chargé de l'environnement va devoir résoudre son truc dans son petit précaré, alors qu'il y a quand même des interdépendances qui sont assez fortes entre différentes thématiques à traiter. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Qu'est-ce que ça pourrait être pour repenser un peu cette façon de fonctionner collectivement? Mais il existe déjà des conseils consultatifs, il y a des cabinets interministériels, il y a des concertations qui se font. Donc, il y a des choses qui se font, mais c'est sans doute une compréhension plus profonde, à mon avis, des enjeux actuels qui devraient se faire. J'ai ce sentiment-là, aussi bien au niveau politique que de la population. Prenons par exemple le cas du climat. Eh bien, dans ce cas-là, les projections sont vraiment très, très, très inquiétantes. C'est-à-dire qu'on peut disqualifier Greta Thunberg, on peut disqualifier telle ou telle personne parce qu'on va dire qu'elle est alarmiste, mais c'est une réalité, en fait. Il y a un changement très, très profond à faire. Et je pense que, malgré tout, beaucoup de gens ne l'ont pas compris encore. Et c'est plutôt, on pense que c'est une question de position, de personnes qui vont être plus émotives ou pas. Non, il y a quelque chose de profond qui n'est pas encore tout à fait compris. Donc ça, c'est une chose, je crois, qui est importante. Alors, au niveau des citoyens, il y a aussi l'idée parfois que on va faire des alternatives au niveau local, par exemple des potagers urbains ou des circuits courts, des choses de ce genre-là, alors que l'agriculture, tout le secteur agroalimentaire, c'est une énorme nébuleuse extrêmement concentrée avec des très grandes sociétés et qui sont toujours plus concentrées en fait. Et donc les alternatives au niveau local, c'est celles qu'on va comprendre,
hein, c'est celles qui vont faire intervenir mon voisin, mon ami, des gens que je connais, mais qui en fait ne vont pas beaucoup, même assez peu, toucher sur le système global. Donc moi je pense qu'il y aurait quelque chose à faire pour beaucoup mieux comprendre dans quel jeu on joue en fait, aussi bien au niveau des politiques que des citoyens et des associations, et de comprendre cet énorme tissu, je dirais, technologique dans lequel on fonctionne et où il y a des grandes modifications à faire. Donc ouais, c'est un angle assez axé sur la compréhension du problème. Oui. Au niveau de la façon d'agir contre lui, qu'est-ce que vous pensez d'initiatives plus grassroots, plus issues de la société autonome qu'on voit fleurir aujourd'hui, par exemple, autour des low-tech ou du paradigme du logiciel libre? Dans quelle mesure est-ce que finalement on a intérêt et comment on peut favoriser ces modes d'expérimentation qui, par exemple, peuvent faire face ou peuvent contourner des problèmes d'intensité capitalistique auxquels ils sont confrontés par rapport à des Google ou des grosses entreprises qui ont des moyens à mettre? Dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent aussi s'affranchir de barrières au niveau de leur finalité? Donc là, il y a par exemple moins une contrainte de retour sur investissement qui doit être faite et expérimenter des nouveaux modèles organisationnels. Oui, bah, écoutez, ça c'est certainement très, très positif parce que ça amène les gens à comprendre des aspects voilà, techniques qui nous gouvernent. Des initiatives comme Wikipédia ou des logiciels libres, c'est certainement intéressant. C'est possible lorsqu'il y a justement peu de capital à investir, justement, et dans ce cas-là, c'est le cas. Maintenant, si on décide de construire une nouvelle voiture tout à fait différente, etc., ça, on va devoir avoir besoin de capitaux, et ça va être beaucoup plus compliqué. Mais au moins, dans des domaines où il y a peu de capitaux à investir, tout cet aspect collaboratif, participatif est important, et il y a quelque chose à faire au niveau des politiques sur les brevets, en fait, pour pouvoir permettre ça, pour pouvoir limiter l'influence des brevets, de l'appropriation privée de toutes les inventions. Ouais, non. Pour les low-tech aussi, je crois que c'est effectivement c'est une bonne orientation parce qu'aujourd'hui, par exemple, on nous parle beaucoup d'économie circulaire, hein, et l'économie circulaire qui va permettre de mieux recycler. Ça va avoir beaucoup d'avantages, on va devoir importer moins de matière en Europe. Si je prends l'Europe, on va avoir moins d'impact dans les mines, on va avoir de l'emploi. Donc tout ça est très positif. Mais dans la pratique, on se rend compte que ce recyclage est limité parce qu'on n'est pas tellement dans des low-tech, on est dans des tech assez élaborés. Et donc c'est très difficile de recycler un GSM, c'est très difficile de recycler les matières d'un ordinateur, etc. Donc c'est encore une fois cette différence entre la promesse de la technologie, on va pouvoir recycler, on va pouvoir faire ceci. Oui, ok, sur le papier on pourrait, mais ça demande toute une série de conditions. Et une de ces conditions, c'est effectivement que les brevets ne soient pas limités, que ça ne soit pas trop complexe au niveau technologique. Donc pour ça, le low-tech et les technologies conviviales vont dans le bon sens. Alors je vais vous demander aussi, est-ce que vous avez 3 livres que vous pourriez conseiller à ceux qui nous écoutent ici pour approfondir un peu ces différentes thématiques, que ce soit des essais, de la fiction ou autre chose? Moi, il y a un livre qui m'a vraiment marqué, c'est un livre d'histoire de l'environnement, qui est le livre de McNeill, John McNeill, c'est un historien américain qui a écrit un livre qui s'appelle « Du nouveau sous le soleil ». Et le sous-titre, c'est « Une histoire environnementale du XXe siècle ». Et c'est un livre qui explique toutes les modifications très profondes que l'humanité a fait subir, on pourrait dire, à l'environnement dans le monde, et en montrant que c'était un mélange entre des idées politiques, entre des circonstances, entre des nouvelles technologies. Par exemple, l'invention de l'engrais artificiel, de l'engrais chimique, va complètement bouleverser l'agriculture, va permettre de nourrir peut-être 1 milliard ou 2 milliards de personnes en plus qu'avant. Donc, mais en même temps, va profondément modifier la planète. Donc, c'est écrit d'un très très beau langage, et l'idée c'est
du nouveau sous le soleil, c'est dans la Bible, vous avez une partie qui est l'Ecclésiaste, qui dit « Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, tout est toujours pareil », enfin, et c'était écrit il y a des milliers d'années. Et donc McNeill dit non, il y a quelque chose de nouveau sous le soleil, c'est la puissance de l'humain pour modifier l'environnement. Voilà, c'est vraiment un livre que je conseille, il est très très accessible. Bon, un autre livre que moi j'ai trouvé aussi important, bon, c'est un livre qui a fait date, c'est le rapport Brundtland, c'était le rapport sur le développement durable. Et bon, c'est un gros bouquin, mais on peut le trouver facilement sur Internet et lire ne serait-ce que l'introduction. Et on sera frappé de voir comme les problèmes sont déjà posés d'une façon qui est toujours un peu actuelle aujourd'hui. C'est-à-dire le développement aujourd'hui, il n'est pas durable au niveau écologique, mais en plus, on a tendance à identifier la croissance économique au développement. Or, la croissance économique, c'est répondre aux besoins solvables, aux besoins de personnes qui peuvent acheter des produits, mais pas nécessairement aux besoins essentiels. Et le développement, c'est l'idée de répondre avant tout aux besoins essentiels, se nourrir, habiter, s'instruire, etc. Et donc, ce projet du rapport Brundtland était un projet de développement pour le monde au niveau nord-sud et avec l'idée de réorienter ce développement et aussi dans un sens moins technique, quoi. Bon, alors si je voulais encore en donner un troisième, ce serait assez différent parce que ce serait dans le domaine de la littérature. Moi, il y a un auteur qui m'a beaucoup inspiré, c'est Tolstoï, qui d'ailleurs était un inspirateur aussi de Gandhi, par exemple, par rapport à la non-violence. Et c'est intéressant de voir que Tolstoï, il va vivre à la fin du 19e siècle, à un moment donné où les questions de l'industrialisation vont se poser, et il va être extrêmement, je veux dire, critique par rapport à la concentration des richesses. Lui-même, il vient de la noblesse, et il va terminer sa vie en ayant distribué ses biens, en étant devenu lui-même capable de produire sa nourriture, etc. Donc il y a toute une réflexion sur le pouvoir et les inégalités. Et il a écrit un livre, bon, un livre le plus important, c'est Guerre et paix. Et moi j'ai écrit un bouquin sur le climat récemment, et je me suis inspiré de ce livre-là. Pourquoi ? Parce que dans Guerre et paix, c'est Napoléon qui arrive en Russie et qui est inarrêtable en fait. Et les gens, durant une bonne partie du livre, voient arriver Napoléon et ses armées et discutent dans les salons, disant « oui, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Comment est-ce qu'on va résister ? Il y en a qui font ceci, il y en a qui font cela. » Et moi, j'avais un peu l'impression qu'on fait la même chose avec le changement climatique, qu'on voit arriver le changement climatique, qu'on en parle à toutes sortes de niveaux, dans toutes sortes de domaines, mais que c'est difficile à arrêter. Et donc, c'est un des livres qui m'a inspiré par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voudriez encore aborder ? Ben, j'aurais voulu un peu parler également de l'aspect nord-sud, parce que on a beaucoup parlé sous l'angle de la Belgique et de l'Europe, mais c'est clair qu'il y a encore une grande partie de la population qui vit avec des technologies quasiment ancestrales. Je ne sais même pas s'il faut parler de technologie ou de technique, d'habitude. Et donc, un enjeu, c'est savoir comment ça va se passer pour ces populations-là. Et donc, bon, aujourd'hui, il y a une certaine appropriation qui se fait des terres par des grandes compagnies agricoles. Il y a des implantations de projets où les citoyens n'ont pas grand-chose à dire dans ces pays-là. Et en même temps, il y a toutes sortes de problèmes importants sociétaux. Et donc, c'est fondamental que dans ces sociétés, il puisse y avoir un développement de techniques par rapport aux problèmes qu'ils vivent eux-mêmes et qui puissent avoir une gouvernance qui convient et qui ne soient pas nécessairement les mêmes techniques qu'ici. Et par exemple, par rapport à l'écologie occidentale, l'écologie de la Belgique n'est pas la même que celle
d'une commune en Afrique. Nous, on va devoir réduire la pollution de l'air dans les villes, on va essayer de limiter le trafic automobile. Ce n'est pas vraiment des problèmes qui se posent dans une commune en Afrique, où là, c'est l'érosion des sols, c'est l'eau. Bon, il y a effectivement des petits liens, mais il faut comprendre que les questions environnementales se posent différemment à différents endroits du monde et qu'il ne faut pas les résumer uniquement à notre façon de voir les choses en Occident, avec nos solutions techniques. Et que c'est important que les questions environnementales soient appropriées à d'autres niveaux avec également d'autres techniques. Bon, ça ressemble peut-être à un rêve, mais c'est quand même assez fondamental. Voilà, bon, on peut s'arrêter là peut-être. Ça, merci. Très bien, merci beaucoup.